Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeux en triangle. Celui-ci n'a pas de numéro, c'est un bonus, un hors-série. Appelez-le comme vous voulez puisqu'on a eu l'honneur, la chance et surtout l'immense plaisir avec Geoffrey Stein d'interviewer Olivier Dalloglio, entraîneur de Montpellier. Plus de 3/4 d'heure d'entretien à 3, mais rassurez-vous, c'est surtout lui qui a parlé, avec la sympathie et surtout la grande compétence qui le caractérise. Au menu, beaucoup de tactique, mais aussi des questions d'adaptation, d'évolution, et un petit zoom sur l'utilisation de TJ Savanier, la star du MHSC. Alors, à invité exceptionnel, dispositif un petit peu spécial, l'entretien a été réalisé sur Zoom avec la baisse de qualité sonore que ça peut impliquer. On tentera évidemment de faire encore mieux la prochaine fois. En tout cas, cet entretien, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube également. Alors que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas plus que jamais à partager, commenter, mettre des pouces et des étoiles, c'est extrêmement important. Voilà pour le topo, place à l'entretien avec Olivier Dalloglio. Bonjour à tous les deux, messieurs, et puis merci beaucoup, Olivier, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, et puis avec grand plaisir de vous retrouver. Bon, on va parler jeu, beaucoup, tactique, un tout petit peu de votre parcours et de Montpellier aussi, bien sûr. Et on va commencer par Ouais. une question toute simple. Notre podcast s'appelle Jeu en triangle. Ça représente quoi pour vous, le jeu en triangle ? Bon, c'est la base de beaucoup de choses, effectivement. Donc, ce jeu en triangle qu'on essaye de mettre en place régulièrement dans nos entraînements. On sait très bien que c'est le départ de beaucoup d'actions, c'est le placement de nos joueurs, c'est le positionnement qu'on va leur demander, etc. Donc, en fait, on peut considérer que c'est une base. C'est une base d'action offensive voilà, pour arriver à créer quelque chose après, derrière. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent après, mais on essaie de sensibiliser en tout cas les joueurs à ce positionnement qui peut être dans un triangle qui se déforme. Et à partir de là, bon, il y a la créativité du joueur qui va faire le reste. Quand on regarde un terrain de foot, au final, il y a beaucoup d'aspects géométriques dans ce terrain. Voilà, il est rectangulaire, il y a aussi la surface de réparation, il y a le rond central. Et puis entre les joueurs, il y a des triangles, il y a des carrés, des rectangles qui se forment. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous avez cette vision un petit peu géométrique de tout ça et comment vous mettez tout ça en place? Oui, bien sûr qu'on a cette vision-là. C'est très géométrique. Il y a beaucoup de paramètres là-dessus que l'on retrouve sur des triangles, des ronds, des carrés. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Après, le plus passionnant et le plus difficile reste cette mise en place, après cette articulation que l'on veut. Alors, moi, aujourd'hui, en fait, dans le travail que l'on met en place avec le staff, on travaille beaucoup sur des positions de départ pour les joueurs. Et dans cette position, on travaille après sur le positionnement, l'orientation du joueur. Et on compte beaucoup après sur la créativité du joueur. Voilà. Nous, notre gros travail, ce que j'explique aux joueurs, c'est de vous positionner, de vous faire comprendre certaines positions entre vous pour qu'il y ait une communication, un dialogue. Voilà, qu'après, vous puissiez avoir plusieurs possibilités, des choix, parce que le joueur ne fait que des choix. Mais à nous, ce qu'on veut, nous, staff, c'est les mettre dans les meilleures positions pour qu'ils soient le plus créatifs possible. Et aussi dans cette idée de triangle, juste pour insister un petit peu, pour filer la métaphore jusqu'au bout, euh, on avait retrouvé par exemple dans le basket à une époque cette idée de jeu en triangle avec les Bulls de Jordan, de Phil Jackson. Est-ce que du coup il y a aussi parfois une inspiration du football vers d'autres sports? Est-ce que vous regardez d'autres sports, par exemple, sur les phases arrêtées? Je sais que certains coachs en avaient déjà parlé, qui s'inspiraient de sports US où tout est un petit peu codifié, où il y a des façons de mettre en place un système très particulier sur des phases arrêtées. Est-ce que ça peut vous inspirer aussi? Oui, ça peut nous inspirer. Bien sûr que ça peut inspirer. On peut, moi, je sais qu'il y a une période où je regardais certains mouvements du basket sur des blocs. Hein, on a parlé des blocs à un moment donné aussi sur les coups de pied arrêtés.
qui pouvaient être intéressants pour le football. Il y a des petits trucs comme ça où on peut s'inspirer. Maintenant, après, le foot reste quand même aussi le foot. Ça reste très particulier après dans l'animation tactique. C'est différent, mais il faut toujours aller chercher un petit peu à droite et à gauche d'autres inspirations, voir ce qui se passe à côté pour voir si on peut éventuellement l'appliquer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, sur le basket, je regardais beaucoup ce qui se passait sous le panneau. Voilà, comment on travaille là-dessus. Il y a des blocs, mais enfin, le mouvement du corps. Parce qu'en fait, quand on est le jeune footballeur, il travaille essentiellement avec ses jambes. Et alors qu'il a des bras, il peut pas utiliser ses bras pour le ballon, mais pour bloquer l'adversaire, pour pouvoir s'orienter aussi. Je trouve que même pour défendre, surtout, j'ai parfois un peu de mal à faire passer certaines idées avec le travail du haut du corps. Notamment pour défendre. Je dis ça parce qu'encore on a fait une séance hier là-dessus et je vois qu'il y a certains joueurs utilisent leurs bras pour ralentir, pour pouvoir se projeter, etc. Et que d'autres n'utilisent pas le haut du corps du tout, ils sont un petit peu handicapés. Donc, ces autres sports peuvent être inspirants aussi là-dessus, à quel niveau on met son bras, ses épaules, etc. Voilà, après, quand on rentre dans les détails comme ça, effectivement, sur le haut niveau, ce n'est que du détail, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes. Vous nous parlez de certains axes sur lesquels vous travaillez à l'entraînement. On a parlé de géométrie, d'espace. Vous avez commencé à nous parler de jeu de position, de jeu sans ballon. Quelle est la part de ce travail sans ballon dans votre projet de jeu? De l'extérieur, c'est un peu difficile à juger s'il y a des entraîneurs qui vont plus insister sur le travail sans ballon que d'autres. Alors j'imagine, voilà, il y a des concepts beaucoup plus simples à faire intégrer aux joueurs que d'autres. On va avoir besoin de beaucoup moins de temps à faire comprendre à un joueur qu'un appel en profondeur va forcément faire reculer une défense, que on aura peut-être besoin de plus de temps pour coordonner le travail de pressing, de contre-pressing. Dans vos séances et dans votre approche du jeu, quelle est la part d'importance de ce jeu sans ballon? C'est une part prépondérante en tout cas, ça c'est clair, parce que effectivement, c'est ce que vous expliquez, c'est qu'à un moment donné, c'est difficile, notamment chez les jeunes professionnels, à comprendre certaines choses. C'est-à-dire que créer un espace, c'est pas tout à fait dans leur conception, parce qu'en fait, ils sont attirés. Hein. Le ballon est un aimant, en fait. Et en fait, il faut arriver à se détacher aussi de ce ballon et voir plus large, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire comprendre à certains joueurs que décrocher systématiquement pour aller chercher le ballon sans idée, sans rien, c'est pas valable, c'est plus valable. Voilà, et pour arriver à un certain niveau, c'est plutôt si la situation est bloquée, je vais pas chercher le ballon, mais je vais créer un espace pour mon partenaire qui vient le chercher. Je pense que ça, c'est le gros du travail que l'on a à faire. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'explications. Il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années pour certains joueurs pour vraiment comprendre ça. Et après, il faut qu'il intègre dans son équipe. Il faut que ça rentre dans un collectif. Il faut qu'il y ait du ressenti les uns avec les autres. En fait, nous entraîneurs, on cherche ça. On cherche cette fluidité dans le jeu qui est faite de mouvements, mais de mouvements coordonnés. Donc, certains vont toucher le ballon, certains ne vont pas toucher le ballon. C'est pour ça que j'essaie de mettre en valeur quand, par exemple, on va avoir une belle action offensive ou même un but où le joueur n'a pas participé, n'a pas touché au ballon, mais a créé quelque chose, a créé un espace, de mettre en valeur cette course-là, parce que lui aussi, il a participé à son niveau à marquer le but. Voilà. Mais on est quand même encore dans il faut toucher le ballon, j'ai besoin de toucher le ballon. Et ça, je pense qu'il faut quand même une certaine dose d'intelligence et un peu de maturité pour pouvoir le comprendre. Du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de nous expliquer, il y a une notion qu'on entend tout le temps actuellement, c'est le jeu de position, on l'a déjà évoqué il y a quelques secondes, inspiré notamment par Pep Guardiola.
le jeu de position, voilà, comment vous nous l'expliqueriez avec des termes relativement simples? Comment vous avez intégré ça? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ça dans vos principes de jeu? Est-ce que l'influence de certains entraîneurs voilà, vous a aidé aussi là-dedans? Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu ce jeu de position? Moi, je vous explique sur le jeu de position à ma manière, à la manière du staff avec qui je travaille. C'est que l'idée principale, c'est suivant où est le ballon, je cherche à mettre mes joueurs dans les meilleures positions. Voilà, l'idée, c'est le ballon est ici, essaye de te positionner dans cette zone-là. Aller pareil, positionner et un positionnement, une orientation du corps le plus favorable possible. Donc, quand tu vas recevoir le ballon, tu vas savoir où est ton partenaire, tu vas savoir où peuvent être les espaces et tu vas être dans les meilleures conditions parce que tu as besoin d'espace et de temps. Donc, mais après, ce qu'on explique aux joueurs, ce que je disais au départ, après, quand on a mis en place ça, bon, bien sûr qu'on travaille sur certaines zones. On a beaucoup évoqué, par exemple, les demi-espaces, où quand on attaque, on estime que c'est une zone qui doit être occupée par nos joueurs. Alors, soit suivant l'action arrêtée, soit en course, soit sur un garçon qui fait un appel et qui va créer quelque chose. Voilà, par exemple, dans ces zones-là, on a besoin d'avoir des joueurs pour que ils amènent, voilà, quand ils reçoivent le ballon, ils aient des possibilités, le maximum de possibilités pour après faire les meilleurs choix. Parce qu'après, quelque part, ça leur appartient. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Ça appartient aux joueurs, ce positionnement. Donc, l'idée est de dire, voilà, quand on va faire une critique de match, par exemple, ou une critique individuelle, un retour, pas spécialement une critique, mais un retour individuel avec le joueur, on travaille sur ce positionnement. Sur telle action, par exemple, si tu avais été 3 mètres plus haut ou un peu plus dans le dos de ton adversaire, positionné un peu de 3/4 au lieu d'être complètement dodo, etc., tu aurais pu te retourner, tu aurais été mieux positionné et on aurait pu avancer plus vite. Donc, en fait, moi, le jeu d'opposition, je le vois comme ça. C'est ce travail de jeu de position, de positionnement que nous, on essaie de mettre en valeur pour que le joueur comprenne. Voilà. Moi, on travaille beaucoup, par exemple, avec les latéraux pour qu'ils puissent recevoir le ballon long de ligne, mais que voilà, leur premier contrôle soit vers l'avant. Donc, il faut qu'ils soient bien positionnés par rapport à l'adversaire. Donc là aussi, on travaille par rapport avec la vidéo, nous aide beaucoup parce qu'on a une vue de dessus. On dit, voilà, si tu aurais été 2 mètres un peu plus haut, tu as mené le ballon et là, tu passais. Là, tu étais obligé de revenir en arrière. C'est ces petits détails qu'on essaie de peaufiner avec les joueurs. Et là, on travaille sur des positionnements. Après, est-ce que depuis quand on travaille là-dessus? J'ai l'impression qu'on travaille un petit peu depuis longtemps. Bon, je ne peux pas dire exactement depuis quand on y bosse, mais voilà, on travaille sur ça parce que déjà, j'ai une expérience de joueur. Donc, quand on arrive à 32, 33 ans, etc., on a un ressenti voilà, qui est intéressant et qu'on peut faire passer. Et après, bien sûr, on l'a travaillé, on l'a expérimenté et on sait dans certaines zones voilà, ce que l'on veut et ce qu'on peut amener aux joueurs. Mais c'est vrai que c'est Guardiola après qui a un peu révélé ce jeu de position. Voilà. Après, je pense que chacun il met un petit peu, le met à sa sauce, à son ressenti et à sa méthode. Et du coup, vous avez commencé à nous répondre très certainement, mais pour reprendre une notion encore plus globale, c'est quoi faire du beau jeu pour vous? Parce que pour certains, ça va être avoir le ballon tout le temps, pour d'autres, ça va être comment on gère les transitions, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour vous en priorité? Enfin, comment on définit le beau jeu, en tout cas à travers les yeux d'Olivier Dalloglio? Déjà, c'est un jeu de passe. Voilà, il faut avoir la possession. On a tous envie, enfin, moi le premier, avoir la possession, mais c'est pas de la possession pour juste posséder le ballon, c'est posséder le ballon pour pouvoir déplacer l'adversaire pour qu'à un moment donné, on puisse accélérer le jeu, on se retrouve dans des situations favorables. Bon, voilà, par exemple, ce matin, c'est un petit peu le travail que
que l'on a fait, c'était allez, on conserve, etc. En face, il y a une équipe qui met le pressing, ce qu'on retrouve la plupart du temps maintenant dans les matchs. Derrière, après, on conserve. Après, il y a un déclic qui fait qu'il y a un espace qui se libère et on doit sentir que là, on peut aller vers l'avant. Et donc, le beau jeu, enfin, entre guillemets, le beau jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, dans ces mots-là, c'est de pouvoir avoir une fluidité dans le jeu, de pouvoir jouer rapidement, que le ballon se déplace rapidement, qu'on soit au service du ballon, pour qu'à un moment donné, on se retrouve devant le but, sur un centre, sur une position de frappe, etc., où on a amené le ballon avec qualité. Voilà. Alors après, nous, on travaille aussi sur les sorties de balles, sur les 6 mètres, sur les sorties face à des blocs médians, etc. Donc, il y avait tous les coachs travaillent là-dessus. Ce qui ne nous empêche pas aussi, et moi, je trouve que ça fait partie aussi du beau jeu, un bon appel dans la profondeur, parce que nous aussi, on a envie de jouer aussi direct, parce que des fois, on a des blocs qui sont compacts en face de nous. Il faut trouver des solutions. Mais un bon appel avec un ballon qui arrive dans le bon timing, sur le joueur ou dans l'espace où il veut, ça fait partie du beau jeu. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est de la qualité technique et c'est de l'intelligence. C'est un mélange de tout ça. Obligatoirement, il faut qu'il y ait de l'intelligence de jeu. Et puis ce timing, entre les uns et les autres, c'est, on va dire que quand on joue bien, on va dire l'équipe, moi je sens que mon équipe elle joue bien, c'est quand je sens que mes joueurs sont en harmonie les uns avec les autres. Voilà. Et dans cette idée de beau jeu, on a cette saison un championnat de France vraiment très très intéressant à suivre. On voit même sur les réseaux un petit peu l'expression championnat du siècle qui apparaît de temps en temps. On sent de plus en plus d'équipes proactives qui ont envie, comme vous dites, de prendre le jeu à leur compte, en tout cas d'imposer à l'adversaire ce qu'elles ont envie de faire. Est-ce que vous avez, vous aussi, ce sentiment-là qu'on a de l'extérieur, qu'on a un championnat qui vit peut-être un peu plus que ce qu'on avait l'habitude ces dernières années? Oui, c'est le sentiment que j'ai. On voit des équipes qui arrivent de Ligue 2, qui cherchent à jouer, qui jouent bien, qui insistent là-dessus. Il y a de la qualité technique. Oui, je sens qu'effectivement, il y a cette envie-là. Cette envie-là, parce que peut-être le public aussi demande aussi de ne pas s'ennuyer dans les tribunes. On a envie d'avoir ça, on a envie de créer ça, quoi. Maintenant, mais on sait très bien aussi que ça reste parfois risqué parce que on sait très bien que sur une paire de balles, il y a beaucoup de buts qui sont sur des paires de balles. Donc après, ce qu'on recherche, c'est de perdre les ballons un minimum. Et puis dans certaines zones, vous mieux les perdre un peu plus haut, un peu plus sur les côtés que dans l'axe. Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Mais je sens qu'il y a une recherche de jeu. Et nous, on est tombé sur des équipes. Je vais dire, cette saison, on considère toujours un peu plus dans la deuxième partie du championnat qui joue très, très, très bien. Voilà. Après, il y a la qualité des joueurs en face qui fait souvent la différence. Moi, après, ce qui fait la différence, c'est le talent individuel des équipes du haut qui ont souvent des équipes puissantes avec des joueurs techniques et qui peuvent nous faire mal. Mais la volonté, je pense que la volonté de jeu, elle y est en tout cas. On sent aussi qu'il y a une nouvelle génération de coachs, même si génération, ce n'est pas forcément le bon mot, parce que vous avez tous des âges différents, mais on va dire de coachs qui sont arrivés en Ligue 1 dans les années 2010 ou là sur les dernières années. Je pense à Franquet, je pense à Christophe Pélissier. Là, je pense cette année à Laurent Batles, même si ça s'est fini un peu bizarrement avec 3. On sent aussi que chez les techniciens français, en tout cas, il y a un petit peu un vent nouveau qui souffle. Oui, il y a Pascal Gassien aussi qui bosse bien aussi avec Clermont et tout. Mais je pense que voilà, aussi, il y a, moi je connais bien Pascal depuis longtemps. Il y a toujours eu cette volonté de jeu. Après, il faut qu'on nous donne aussi l'opportunité d'avoir des équipes. Voilà, des équipes avec des joueurs. C'est pas toujours simple parce que on sait que certaines équipes, l'objectif, c'est le maintien, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Donc, ça veut dire qu'on est limité aussi en joueurs. On est quand même tributaire des joueurs que l'on a. Alors,
Je sais que moi, sur des périodes, j'avais des joueurs où voilà, on pouvait tenter certaines choses. Et puis, sur d'autres, c'est plus compliqué parce qu'il n'y avait peut-être pas la qualité technique que l'on attendait, ou voilà, il manquait quelque chose. Donc, il y avait parfois le jeu en pâtissait, et même des fois les résultats. Et donc, c'est parfois difficile. Mais ce que j'aimerais, moi, je peux faire un peu la promotion des entraîneurs français, c'est qu'on puisse aussi donner à ces entraîneurs-là un peu plus de moyens, voilà, pour pouvoir être un peu plus haut. On voit très bien que les équipes, souvent les équipes qui sont en Coupe d'Europe chez nous, ce n'est pas des entraîneurs français, ou rarement. Donc c'est intéressant parce qu'on commence à voir Jocelyn Gourvenec ou Galtier qui ont quand même des équipes un peu plus costauds. Voilà, ils s'en occupent très bien. Et puis, ils pourraient très bien aller à un certain niveau en Coupe d'Europe aussi. Voilà. Et est-ce que chez vous, comme chez un joueur qui, on va dire, cocherait le match du PSG pour affronter Messi ou Mbappé, est-ce que chez un entraîneur, il y a aussi un petit peu d'orgueil de se dire, bah, là, ce match-là, je vais affronter, je sais pas, un Sampaoli, un Peter Bosz, un Francaise, un Gourvenec, un Galtier, et a envie d'avoir gagné, entre guillemets, cette bataille tactique? Ouais, moi, je ne le vois pas. C'est bien, hein. Moi, je préfère voilà, aussi me frotter à des bons entraîneurs. Ça a toujours été, il y a quelques années, Ranieri, tout ça. Donc, on voyait plutôt sur des très grosses équipes quand il était à Monaco, etc. C'était toujours très agréable de se frotter à ces entraîneurs-là. Après, bon, ouais, si les moyens sont à peu près du même niveau, ça va. Sinon, on prend quelques chiffres là, et après, c'est compliqué. Mais oui, non, non, mais c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'amitié entre les entraîneurs, beaucoup de respect en tout cas, ça c'est clair. Voilà, bon, quand on va jouer contre le PSG, qu'il y a Pochettino ou Ancelotti. Ouais, on sait très bien que voilà, ces garçons qui ont fait des épopées en Coupe d'Europe et à un certain niveau, ça nous fait plaisir de se frotter à eux. Mais on a plus l'impression de se frotter à des gros joueurs en face quand même. Plus, on va se frotter sur Mbappé, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est. Ouais, ouais. Donc, tactiquement, des fois, je ne pense pas qu'il y ait. Tactiquement, par exemple, un entraîneur français se sente moins fort qu'un entraîneur étranger, mais voilà, des fois, on se sent impuissant. Si on se penche un petit peu plus sur votre parcours, vous avez donc, on vous a connu dans trois clubs de l'élite, Dijon que vous avez fait remonter, Brest que vous avez maintenu, Montpellier. Trois clubs différents, des problématiques évidemment différentes. Comment vous avez évolué en tant que tacticien et certainement aussi en tant que manager à travers ces différentes expériences? Qu'est-ce que vous êtes allé piocher là-dedans? Oui, effectivement, il y a une évolution, hein. Bien sûr, le fait de changer de club, d'avoir des joueurs différents, voilà, d'avoir même des dirigeants différents, etc., des objectifs un petit peu différents, ça fait grandir. Et puis après, comme on est constamment avec les staffs avec qui je travaille, on est constamment en discussion, en recherche, etc. Donc, on se structure au plus. Donc, moi, j'ai un staff qui me suit depuis un bout de temps. Donc, on arrive à aller beaucoup plus vite dans le travail. On est beaucoup plus structuré. Par exemple, je vous donne un exemple sur les retours vidéo. Je sens que bon, voilà, on ressent un peu plus les choses. Mais pareil, je veux dire, si moi je le ressens, je veux dire, même l'analyste vidéo qui travaille avec moi ou mon adjoint, bah, on a aiguisé un petit peu tout, quoi. Notre vision, notre ressenti, l'expérience on a accumulée. Et c'est vrai que cette expérience-là, elle nous aide. Alors, à quel niveau? C'est un petit peu à tous les niveaux. Même, je veux dire, pareil, j'ai mon préparateur physique, voilà, qui, lui, s'occupe par exemple, des échauffements. Voilà, aujourd'hui, il a un panel d'échauffement et d'expérience là-dessus voilà, il arrive à ressentir s'il faut, à un moment donné, faire du ludique, faire quelque chose de plus sérieux pour mettre en route la machine, l'équipe, etc. Il y a plus de coordination aussi. Alors, je parle essentiellement
de l'entraînement. Mais après, sur notre vécu, le vécu d'entraîneur, voilà, je ressens un peu plus de choses, et même en termes de management. En termes de management, j'arrive à avoir un peu plus de lucidité. Alors, quand ça va mal, souvent, voilà, on essaie de voir un petit peu de ce qu'on a vécu un petit peu avant, et de voir comment on avait passé un petit peu certaines épreuves, parce que sur une saison, bah, il n'y a rien qui roule tout le temps bien. De temps en temps, c'est bien, de temps en temps, c'est moins bien. Mais c'est cette gestion-là, cette expérience-là qu'on a acquise, elle nous aide beaucoup, autant sur le terrain que, je veux dire, sur le retour avec les joueurs, même si, je veux dire, chaque groupe de joueurs est complètement différent. Voilà. Aujourd'hui, je sais que, par exemple, avec Montpellier, on a des joueurs qui sont assez réceptifs, avec des leaders, voilà, qui arrivent aussi à faire passer les choses, parce que, bon, c'est bien sûr aperçu qu'en tant qu'entraîneur, en tant que staff, on arrivait à faire passer certaines choses. Mais après, il y a le cœur du vestiaire. Il y a des choses qui se transmettent dans le vestiaire, qui vont se transmettre pendant le match, où là, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, en fait, là où on peut intervenir, c'est par les garçons, les leaders techniques, ou les leaders voilà, qui ont un peu plus j'allais dire, de pouvoir dans le vestiaire. On peut faire passer les choses peut-être un peu plus facilement. Donc là, on a certainement progressé dans ces petits détails. Et pareil sur la gestion de la semaine, avec des ressentis de fatigue ou d'euphorie, etc. On arrive maintenant à sentir, dire voilà, peut-être calmer, parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue. Là, on peut y aller, parce qu'on sent que les gars, il va falloir les pousser, ils s'endorment un petit peu. Voilà, il y a tous ces petits détails qu'on arrive à sentir, qui, je pense, bon, nous ont été transmis par l'expérience de tout ce qu'on a vécu depuis un bout de temps. Et je pense que c'est pas terminé, en fait. Même si après, derrière, il y a peut-être une évolution dans la carrière, je pense qu'on arrive à avoir. Je comprends qu'il y ait des entraîneurs de certain âge. Je vois qu'il y a des entraîneurs qui, à 70 ans, ils sont encore là. S'il n'y a pas usure, parce que ça bouffe un peu quand même d'énergie, et je pense qu'ils sont capables maintenant, ouais, de transmettre beaucoup, beaucoup d'expérience. Et je pense que ça peut devenir des très, très bons coachs aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a l'usure aussi du quotidien, du travail, de la pression, etc. Voilà. Vous avez toujours été animé avec votre staff par une philosophie de jeu assez forte, assez marquée. Et ça, dès ce que vous étiez à Dijon, où vous étiez dans un club qui, on le savait en début de saison, globalement allait se battre pour le maintien jusqu'à la 37e ou 38e journée. Est-ce que c'est plus facile de mettre en place une telle philosophie de jeu? En tout cas, on le fait peut-être avec moins de pression quand on est à Montpellier ou quand on est à Dijon, ou alors vous ressentez la même chose dans la préparation? J'allais dire, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on on a des joueurs, voilà, bon, j'ai des joueurs quand même d'un certain niveau, par de Savanier, quand on a Ferry, même certains jeunes joueurs comme Wai et tout ça, qui sont des garçons qui manipulent très, très, très bien le ballon, et qui sont un peu rodés aussi à la Ligue 1 de ce championnat. On peut arriver à construire peut-être un peu plus que ce que quand on est monté avec Dijon. On savait très bien qu'on allait souffrir. D'ailleurs, on souffrait jusqu'à la 38e. Et même si on essayé de mettre du jeu, rester dans la philosophie un petit peu de ça, mais après, on était pris aussi par le résultat. Il faut reconnaître que voilà, on a des fois arraché des 0-0, des 1-1. Voilà, c'était limite, voilà, parce qu'on on a besoin de points. Quand on a, entre guillemets, moins besoin de points pour rester dans la Ligue 1, là, il y a un peu plus de prise de risque. Mais après, on est sur d'autres objectifs. Voilà. Après, on se prend en jeu de dire ah ouais, mais ça serait bien d'être dans les 10 premiers. Et puis quand on est dans les 10 premiers, ben, ça serait bien d'être dans les 5 premiers. Et en fait, on se met quand même une certaine pression. Mais c'est quand même le plus dur pour moi, je pense, c'est vraiment de jouer le maintien, quoi.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent quand un club descend. Donc, il n'y a pas que l'équipe, il y a la ville presque, les administratifs. Voilà, il y a beaucoup de conséquences. Et on voit aujourd'hui une équipe comme malheureusement Dijon qui est descendue. Bon, on sent que les supporters, il y a une déception, il y a moins, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la pression, elle est essentiellement, elle est forte quand on doit rester en Ligue 1. Et d'ailleurs, la saison prochaine, on a vu qu'on réduit un peu le championnat, et il y aura une sacrée pression à ce niveau-là, sur tous les clubs. Hein. C'est clair. Et quand on arrive à Montpellier, après 4 saisons de Michel Derzakarian, qui a fait un travail plus que correct, des bons résultats, comment est-ce qu'on impose petit à petit sa philosophie sans pour autant balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait? Et en plus, avec 2 départs majeurs à l'été, ceux de Gaëtan Laborde et Andy Delors, j'imagine que ça a été une intersaison assez chargée en travail de votre côté. Oui, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs chantiers en fait. Et le premier des chantiers, après ce qu'avait fait Michel, et Michel Derzakarian a fait du très bon boulot ici, il a laissé un très bon souvenir. Et derrière, j'ai senti aussi qu'il y avait besoin d'un renouveau. Voilà, si on change d'entraîneur, il y a Vittorino, Hilton qui s'arrête, il y a Congré qui part. Donc, il y a un chantier défensif déjà à mettre en place parce que je pense que Vittorino, Hilton, c'était un patron. Il faut retrouver un patron, il faut réorganiser une défense. Je pense que le premier travail qu'on a mis en place ici, c'est le travail défensif. Après, moi, ce que j'avais ressenti, c'est qu'on pouvait, par rapport aux joueurs qui étaient là aussi, ces jeunes joueurs, monter peut-être encore le niveau de rigueur défensive pour avoir vraiment une bonne base défensive pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir après travailler sur le côté offensif. Après, durant l'été, on a perdu Gaëtan et Andy Delors. Effectivement, il faut trouver des joueurs qui vont prendre le relais. On est parti aussi sur une philosophie où il y aurait plus de jeunes joueurs parce qu'en fait, Montpellier est un club qui arrive à avoir un centre de formation intéressant. Mais sur les dernières années, il y a eu un constat qui a été fait, c'est que arriver au niveau professionnel, ça ne passait plus pour X raisons, suivant les cas. Mais il n'y avait pas assez de joueurs qui, malgré le fait qu'ils jouent en Youth League, etc., montaient avec les pros. Donc l'objectif aussi de cette saison et des autres saisons qui vont arriver, c'est de pouvoir faire monter des joueurs, les faire éclater. Voilà. Donc il faut aussi qu'il y ait la place pour eux. Il faut aussi qu'ils apprennent. Voilà, il faut qu'il y ait quand même de la qualité. On ne peut pas dire on balance des joueurs. Mais l'idée a été là. Donc, premier chantier défensif, faire rentrer des jeunes. Et après, bien sûr, en mois d'août, est arrivé le chantier offensif. On partait un petit peu de loin parce qu'il fallait aussi remplacer ces joueurs, mais on savait que peut-être on n'aurait pas les moyens de remplacer à l'équivalent. Donc, on a eu quand même quelques bonnes surprises avec des garçons comme Mavi Didi qui ont pris le relais. Il y a aussi TJ Savanier qui est monté d'un cran, qui jouait plutôt 6 avec la saison auparavant et puis qui joue plus maintenant, qui joue 10. Donc, on a eu ce secteur offensif un peu qui s'est étoffé là-dessus. Et puis après, la révélation de jeunes joueurs comme Wai qui vient d'avoir juste 19 ans. Voilà, qui commence à venir à rentrer un petit peu régulièrement, à être titulaire, plus quelques recrues. On est arrivé plus ou moins à avoir quelques résultats. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut considérer que cette saison, au départ de la saison, on peut dire que ça peut être une saison de transition. Parce que ça peut être vite compliqué si on n'a pas, disons, les cadres qui fonctionnent bien. C'est-à-dire les leaders, s'ils ne sont pas là, ça va être compliqué. Et si les jeunes ne sont pas au niveau, ça peut être très, très, très compliqué, plus les recrues. Donc, il y avait quand même sur ce début de saison pas mal d'incertitudes. Mais j'avoue que j'ai eu quelques bonnes surprises, et notamment en termes de leaders, parce que Andy et Gaëtan étaient des leaders aussi. Dans le vestiaire et sur le terrain, plus Vittorino à sa manière. Donc là, quand on perd ses leaders,
demander à d'autres garçons de prendre la place. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, après, on a l'apport de Mamadou Sakho aussi, qui amène son expérience. Je pense qu'il y avait la place pour devenir leader et certains sont venus leaders encore plus et ont pris cette place-là. Et puis ça, je pense, a aspiré beaucoup de monde dans leur sillage. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été important cette saison, c'est la qualité des leaders et de leur management en interne. Vous parliez de la montée d'un cran de TJ Savanier et aussi de la responsabilisation globale de Savanier dans cette équipe. Quand un nouvel entraîneur arrive dans un groupe, on a un peu toujours ce débat entre est-ce qu'il va imposer ses idées ou alors est-ce qu'il va plus s'adapter à ses joueurs. Là, on a le sentiment qu'avec ce que vous avez fait avec Savanier, l'idée était vraiment de lui donner les clés du camion et de tout faire, de tout mettre en place autour pour qu'il ait une expression totale sur le terrain. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Je pense que vu l'effectif, on prend toujours l'effectif au départ et de dire voilà les forces et les faiblesses que l'on peut avoir, même si cet effectif évolue parce que les mercatos sont longs, etc. Mais la première des choses, c'est d'évaluer ça. Donc, à partir de cette évaluation-là, de dire voilà, quelles sont les solutions et si on prend telle solution, style voilà, de faire monter TJ d'un cran, est-ce que derrière, est-ce qu'on a des milieux défensifs qui sont assez bons, etc. Mais c'est vrai que vu la qualité de TJ technique, je cours, je long, etc., d'organiser autour de lui, c'est pas essentiellement autour de lui, mais beaucoup de choses autour de lui, parce que bon, on voit, des fois il est blessé, des fois il est suspendu, et il faut quand même qu'on s'adapte aussi à tout ça, mais de lui donner quand même certaines responsabilités. J'en ai parlé avec lui, mais je sentais qu'il en était largement capable. Voilà, moi c'était mon sentiment, et lui, il a eu cette capacité à prendre cette responsabilité-là. Je pense avec plaisir, plus un brassard, je pense qu'il lui a donné encore plus de confiance. Je pense qu'il voilà, il a été encore plus. Je pense qu'aujourd'hui, il arrive à un certain niveau où voilà, il a dégagé beaucoup de choses sur cette première partie de saison, même s'il y a des choses encore à rectifier, comme toujours. Mais là, voilà, donc on a construit effectivement un petit peu autour de lui, mais il y avait pas mal de choses à construire quand on change un peu de philosophie. Il y a quand même tous les secteurs, même s'il y a des priorités, ça a été la défense, après c'était les milieux défensifs, après on a travaillé sur les latéraux, voilà, sur ce qu'on voulait, et on a fini un petit peu par l'attaque, voilà, parce qu'on avait besoin de se resituer avec des nouveaux joueurs comme Valère Germain, etc. Mais ça a été, j'allais dire, par étapes. On est arrivé par étapes. Je vais poursuivre sur ce que vous venez de nous dire et puis revenir un tout petit peu en arrière quand vous nous expliquiez tout à l'heure que naturellement, il y a des choses qu'on peut mettre en place avec certaines équipes, pas avec d'autres. Vous auriez des exemples précis de schémas, d'idées de jeu que vous mettez en place aujourd'hui, que vous ne pouviez pas mettre en place avant ou inversement? Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément obligé de concerner Montpellier, hein. Ça peut aussi être des différences entre Oui, Dijon et Brest. oui, c'est sûr que, par exemple, à Brest, quand je parlais de qualité de joueur, quand devant, on a un joueur comme Steve Mounier, on va travailler peut-être un peu plus sur du gelon. On a une possibilité de gelon parce qu'on sait que sur le jeu aérien, c'est un des meilleurs joueurs de tête du championnat. Donc, on sait que là, on peut s'appuyer sur ce jeu de tête dans la construction, c'est-à-dire ça peut être sur du gelon, déviation, mais aussi dans la finition. C'est ce qu'on a fait la saison dernière. On travaillait beaucoup plus sur des débordements et des centres. On savait que Steve était à un certain endroit et c'est lui qui allait prendre le ballon. Donc, à partir de là, donc, travailler sur des centres. Parfois, c'est lui qui marquait, parfois, c'est lui qui remisait. Donc, il fallait aussi travailler sur qui allait être autour de Steve, à quel endroit il allait être. Voilà, il fallait être attentif et de pouvoir reprendre des ballons au point de pénalty, mais au bon moment, etc. Parce que Steve était là. Donc, suivant un petit peu la qualité de joueur, on peut jouer plus court ou plus long. C'est vrai que quand on a un garçon comme TJ qui se déplace plutôt bien, et dans certaines zones aussi, où il doit aller chercher le ballon, voilà, je sais que mes défenseurs sont plus attentifs sur des relances, d'aller chercher dans les pieds.
Voilà. Maintenant, après, quand nous, on aime bien quand TJ se retrouve face au jeu, c'est nous, notre but d'entraîneur, ce que je dis, moi, mon but, c'est de te mettre face au jeu. Après, face au jeu, c'est toi qui te débrouilles. Parce que lui, il va jouer court, il va jouer long, et il va s'adapter aussi à ses partenaires. Donc, c'est surtout le joueur, les caractéristiques de certains joueurs qui vont faire qu'on articule un petit peu notre équipe, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un petit peu ces exemples-là, voilà, que l'on recherche. Bon, par exemple, là, nous, on a d'autres exemples. On a, depuis un bout de temps, vu les circonstances, on a 2 défenseurs centraux gauchers. Et au début de la saison, on nous a dit vous allez avoir les pires problèmes de relance. Donc, effectivement, quand celui qui est gaucher qui se retrouve à droite, on s'est adapté différemment. Voilà, donc avec certains déplacements de droitiers qui vont dans certaines zones, etc. Mais, et en faisant travailler aussi ce gaucher sur son pied droit qui s'est amélioré au fur et à mesure. Mais voilà, on a des problématiques comme ça, petites problématiques à résoudre, qui sont des petits défis. Et quand on arrive à les passer, ça fait partie des satisfactions aussi des entraîneurs. Aujourd'hui, on ne me pose plus trop la question de dire vous avez 2 gauchers, ça n'existe pas dans l'axe. Ouais, mais bon, nous, on était obligés. C'était voilà, c'était une réalité. J'allais pas mettre un droitier qui était beaucoup moins à l'aise, moins fort, j'allais dire, mais celui qui joue. Après, quand effectivement, nous on aime bien la relance, en relance, on s'adapte un petit peu différemment. On a travaillé là-dessus. C'est là où c'est intéressant. Le métier d'entraîneur peut devenir intéressant là-dessus, quoi. Il y a une constante dans vos équipes, Olivier, c'est que les matchs produisent en général beaucoup de buts, parce qu'on le voyait déjà à Dijon. Voilà, dans les deux sens, exactement. Vous voyez où je veux en venir, très bien. C'est que je me souviens d'une saison à Dijon, je crois que c'est 2017-2018, vous prenez 73 buts. Donc vous étiez avant-dernière défense de Ligue 1, mais vous en marquez 55. Vous finissez 5e attaque de Ligue 1 avec une équipe comme Dijon. L'année dernière, c'est encore 50 buts marqués, 66 encaissés avec Brest. Là, cette année, avec Montpellier, vous êtes 4e attaque du championnat, mais vous êtes la plus mauvaise défense du top 10 en Ligue 1. Est-ce que vous êtes vous-même encore dans cette recherche d'équilibre ou finalement vous vous dites c'est le jeu que j'ai envie de pratiquer et voilà, je peux pas me changer moi, quoi. Ouais, oui, ouais, c'est vrai qu'on pourrait jouer différemment, être beaucoup plus solide, mais plus solide. Dans une organisation un peu plus prudente, peut-être certainement plus prudente, mais c'est vrai que je pense pas que. Déjà, si je pense que si je suis venu à Montpellier, c'est parce que j'avais fait certainement d'autres choses ailleurs et dans ce style-là aussi. Mais je me vois pas non plus devenir un gars ultra défensif. Après, je pense que des fois, il y a une fausse image des entraîneurs qu'on dit offensifs, etc. Mais je peux vous dire que je travaille beaucoup la défense. On travaille beaucoup défensivement parce que j'estime, moi, que c'est la base. Ça nous permet de pouvoir récupérer des ballons plus rapidement, d'avoir le ballon plus souvent, voilà, si on est bon défensivement. Et puis de pas trop non plus perdre de confiance parce que c'est vrai que des fois, de se retrouver avec des équipes où on prend beaucoup de buts et quand on n'est pas en réussite devant, je veux dire, c'est aussi décourageant. Les fins de match, les après-matchs sont difficiles parce que voilà, on a perdu 3-0 et que voilà, on n'a pas été bon, on n'a pris que des tolls. C'est pas bon non plus, quoi. Mais après, bon, voilà, moi, j'aime bien travailler sur des bases offensives avec du jeu, créer des actions. Voilà, je sais que c'est certainement dans mon ADN, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît le plus. Après, des fois, oui, je me mets un peu en danger, mais même avec les joueurs, j'en parle parce que je pense que les joueurs, eux, ils veulent du jeu, ils veulent jouer. Voilà, je pense que tous les joueurs veulent jouer. Des fois, je suis même obligé de parler avec mon équipe en disant vous voulez jouer, mais à un moment donné, vous voulez trop jouer. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement joueur que vous vous exposez. C'est même moi qui leur dis non, il faut se calmer. Bon, voilà. Là, par exemple, on sort d'un match à Saint-Etienne où ça a été, on s'est mis en danger tout seul.
tout seul. Parce que là, on a été excessif, on n'a pas respecté certaines positions déjà. Et après, on s'est foutu dans la merde tout seul. Voilà. Donc, parce qu'on a été jusqu'au boutiste. Voilà. Parfois, on me le reproche, je me dis, oh, mais là, c'est dangereux, c'est dangereux. Oui. Après, maintenant, par exemple, sur les 6 mètres, on a constaté aussi que de dégager un 6 mètres, ben, dans les 5 secondes, vous pouvez le retrouver dans vos 18 mètres, le ballon. Hein, parce que si vous n'avez pas de joueur devant qui. Voilà. Donc, moi, à la limite, là, moi, pour gagner 5 secondes là-bas, ça ne m'intéresse pas. Quand je préfère m'organiser derrière, même si je peux être un peu en difficulté, alors avec ses limites, voilà, mais je préfère jouer. Voilà. C'est la philosophie générale que je préfère. On va conclure avec une vraie question de journaliste. Si je vous demande à la fin de la saison, si on doit retenir qu'est-ce qu'on s'est régalé avec Montpellier cette saison ou Montpellier s'est qualifié en Coupe d'Europe, vous avez le droit de choisir un seul des deux, évidemment, les deux ce serait trop facile. Qu'est-ce que vous préférez? Mais c'est une question difficile. C'est une question difficile. Je vais jouer le jeu parce que normalement, je vous dis, je veux les deux, bien sûr, mais ça ne marche pas. Donc, je vais vous faire une réponse à ma manière, mais si on se qualifie pour les Coupes d'Europe, c'est qu'on aura plutôt bien joué, certainement. Donc, je vais dire, on se qualifie en Coupe d'Europe. Voilà, comme ça, essayer de toucher aussi, d'évoluer et d'aller en Coupe d'Europe, ça aurait quand même aussi, c'est quelque chose qui me plairait bien. Voilà, donc ça aussi. Parce que souvent, bon, même avec Dijon, même vous les premiers, dites, bon, c'est bien régalé, on a vu des choses, des buts intéressants, etc. Mais je peux vous dire, qu'est-ce qu'on a souffert aussi, nous, à la saison, par manque de points. Quoi. Voilà. C'est parfois difficile. C'est la course au point. On a vu encore la saison dernière avec Brest. Et c'est la dernière journée, la dernière seconde. Donc, point par point, voilà, c'est mètre par mètre. Quoi. Donc, des fois, c'est difficile. Et donc, si on pouvait… je ne sais pas si on a les moyens, nous, avec Montpellier cette année, par rapport à notre effectif qui est de qualité, mais pas pléthorique. Voilà, on ne peut pas perdre 2 joueurs, par exemple. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc, dès qu'on a 2 joueurs majeurs en moins, on est vraiment en difficulté. Je ne sais pas si on aura les moyens d'aller en Europe, mais j'aimerais que si on ne peut pas aller dans les 5-6 premiers, qu'au moins on produise du jeu et qu'on fasse plaisir au public à la Mosson. C'est tout ce qu'on vous souhaite sur cette seconde partie de saison. Merci beaucoup, Olivier, pour le temps que vous nous avez accordé. On a même eu le droit de déborder un petit peu. C'est toujours très, très agréable. Vous faites vraiment partie des entraîneurs avec qui il est très agréable de parler foot. Donc, merci. C'est bien. Très bien. Et puis, on a hâte de reparler avec vous à l'occasion. Il n'y a pas de souci, je vous suis sur les réseaux, pas de problème. Merci beaucoup, Olivier. Très bonne saison à vous. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Ciao.